Dans l'épisode précédent. Bon, puis sinon, tu regardes la terre et puis si tu vois qu'elle est sèche, tu l'arroses et puis c'est tout, hein. Sinon, on peut imaginer plusieurs évolutions à ce projet, notamment le fait que là, pour le moment, ça fonctionne que sur un pot, et s'il faut en fabriquer un à chaque fois pour chaque pot, ça va revenir très très vite cher. Donc bon, le mieux c'est quand même d'avoir, on va dire, un boîtier centralisé. Le boîtier centralisé. Vous en avez assez d'avoir une centaine de boîtiers détecteurs de plantes à arroser? Optez pour le boîtier centralisé. Avant, c'était difficile, hein. J'avais 10 000 boîtiers avec des LED qui clignotaient de partout, je m'en sortais plus. Depuis que j'ai le boîtier centralisé, ça a changé ma vie. Tout est centralisé au même endroit. C'est plus facile. Le boîtier centralisé. Vous en avez assez de recevoir des factures d'électricité au montant exorbitant? Faites des économies avec le boîtier centralisé qui est alimenté par panneaux solaires. De plus, le boîtier centralisé est équipé de potentiomètres pour régler la sensibilité de vos capteurs d'humidité. Le boîtier centralisé, pour une vie qu'elle est bien plus super mieux qu'avant. Ça c'est sûr. Hello et bienvenue sur l'épisode 2 de ma série sur l'arrosage automatique, épisode dans lequel on va voir comment contrôler 2 capteurs ou plus, régler la sensibilité de ceux-ci, avoir une LED pour chacun des capteurs pour savoir quelle zone il faut arroser. Et pourquoi je dis quelle zone? Eh bien tout simplement parce que plutôt que d'avoir un capteur pour chaque pot, on va tout simplement définir 2 zones. Une en extérieur pour tout ce qui est balcon, terrasse ou jardin, et une en intérieur pour les plantes d'intérieur. Et petit bonus, on va essayer d'utiliser un panneau solaire pour alimenter l'ensemble. Bon, à l'heure où j'écris ce script, je sais pas encore si ça va fonctionner, j'ai ma petite idée sur la question, je vais faire mes tests, mais voilà, on verra bien. Par contre, à l'heure où je vous parle maintenant devant la caméra, j'ai fait mes tests et je sais ce qu'il en est. Oui, parce que quand même je fais des tests avant pour voir si ça fonctionne, histoire de pas vous faire faire n'importe quoi non plus. Bref, maintenant qu'on a présenté le projet, on va passer à l'étude du matériel et du budget. Alors, de quoi allons-nous avoir besoin? Eh bien, tout d'abord, de capteurs d'humidité, et ce au nombre de 2. Ce sont donc ces composants qui vont pouvoir détecter si la terre est suffisamment humide ou non. Auquel cas, eh bien, il faut arroser. Nous aurons aussi besoin de 2 diodes électroluminescentes. C'est donc grâce à celles-ci qu'on sera averti du besoin imminent d'arroser les plantes lorsqu'elles clignoteront. Il nous faudra bien sûr notre fameuse carte Arduino Uno, ce sera le cerveau central de notre appareil et c'est lui qui sera chargé de gérer l'ensemble de nos composants et de calculer s'il faut arroser les plantes ou non. On va aussi équiper notre Arduino d'un Shield Grove pour directement brancher les composants dessus et ainsi ne pas avoir nécessairement besoin d'un fer à souder. On aura besoin de câbles électriques pour relier au boîtier les capteurs d'humidité. Et enfin, les nouveautés, le petit panneau solaire qui va alimenter en électricité et de manière autonome notre appareil. Puis nos 2 potentiomètres, un pour chaque capteur, pour pouvoir régler indépendamment la sensibilité de chacun des capteurs. Bah quoi? Oui, j'ai construit ce truc spécialement pour tourner ces plans. Oui. Un jour, je vous montrerai peut-être. C'est bon? On peut reprendre là? Bref, je disais,
Donc tout ça pour un budget d'environ une cinquantaine d'euros. Dans la catégorie de ce qui est optionnel, on va avoir le boîtier. Alors, pourquoi optionnel? Parce que moi, ce que je vous propose, c'est un boîtier que j'ai créé en 3D, comme pour l'épisode 1. Sachant d'ailleurs, petit aparté, que si vous souhaitez imprimer des fichiers en 3D, vous pouvez peut-être trouver une Fab Lab à côté de chez vous. J'ai cru voir aussi une médiathèque qui proposait ce genre de service. Enfin, je pense que, voilà, aujourd'hui, on doit pouvoir trouver pas mal de services qui proposent justement d'imprimer vos objets en 3D. Donc, à voir si ça peut vous intéresser. Bien entendu, vous pouvez créer votre propre boîtier. Encore une fois, peut-être avec des matériaux de récupération, ou pourquoi pas créer votre propre fichier STL, c'est-à-dire votre fichier 3D, l'imprimer, faire quelque chose de complètement différent que ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce qui manque encore? Tout simplement les bornes de raccordement, ou les prises Wago, ou des postes électriques, enfin, tout ce qui vous permettra de faire des connexions pour le fil qu'on va faire courir tout le long de l'appartement ou de la maison. Voilà, si vous ne voulez pas utiliser de fer à souder, vous avez cette option-là. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour, donc on va passer maintenant aux explications du fonctionnement de l'appareil. Pour aborder le fonctionnement de notre appareil, rien de mieux qu'un bon schéma. Alors, c'est parti. Voici un panneau. Non, ça va pas ça. Moi je veux un truc plus dynamique là, un truc qui peps avec des éclairs, des mouvements rapides, des super effets et des super plans de caméra. Ah, c'est mieux ça. Donc, je reprends. Voici le panneau solaire qui va alimenter tout notre appareil. Vous l'aurez compris, il va falloir le mettre à l'extérieur, sinon ça va être un peu compliqué de récupérer de l'électricité. Ce panneau solaire qui fournit du 5,5 volts pour 540 mA va donc alimenter notre Arduino. Nous allons donc brancher notre panneau solaire sur le V-in et le ground de l'Arduino. Ensuite, nous alimenterons les capteurs d'humidité. Nous aurons donc deux capteurs, chacun planté dans la terre d'un pot, l'un à l'intérieur de l'habitation et l'autre dans un pot situé à l'extérieur, comme par exemple un balcon ou un jardin. Le signal de ces deux capteurs vont être envoyés vers l'Arduino sur les entrées A0 et A1. Pour pouvoir régler la sensibilité des capteurs, on va utiliser des potentiomètres. Ces potentiomètres agissent comme des résistances réglables. Le signal sera donc plus ou moins important selon le réglage que vous choisirez. Plus vous le tournerez vers la droite, plus vous diminuerez le signal et donc vous augmenterez la sensibilité de la détection de l'appareil. A l'inverse, si vous le tournez vers la gauche, vous augmenterez le signal et l'avertissement se déclenchera à un taux plus faible d'humidité. Le signal de ces potentiomètres vont être envoyés sur les bornes A2 et A3 afin que l'Arduino puisse interpréter ces données et les comparer aux signaux des capteurs d'humidité. Mais tout ça, je vous l'expliquerai un peu plus en détail par la suite. Enfin, lorsqu'un des capteurs ou les deux détecte que la terre est trop sèche, l'Arduino doit nous le signaler grâce aux LED qui seront branchés sur les ports numériques 8 et 7. Ce sont donc les LED qui se mettront à clignoter pour nous avertir si la terre a besoin d'être arrosée. Il y a une LED pour chaque capteur, donc en fonction de celle qui clignote, on saura si ce sont des plantes à l'extérieur qui ont besoin d'être arrosées ou celles qui sont à l'intérieur, ou même éventuellement les deux. Et voici notre circuit au complet. On va pouvoir passer maintenant à l'explication du programme. Quoi? Oui, le programme qu'on va téléverser sur l'Arduino, oui. Non, attendez, je vous vois venir là. Je sais très bien que si je rentre dans les détails du code, je vais perdre la moitié d'entre vous. Non, rassurez-vous, je vais vous l'expliquer très simplement grâce à un logiciel qui s'appelle Mblock et vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Voici le logiciel Scratch. Oui, bon, en fait, il s'agit de Mblock, dont le lien est en description. C'est un logiciel basé sur Scratch. C'est le même principe de fonctionnement, à la différence que Mblock permet de programmer l'Arduino et d'ailleurs d'autres cartes. Bref, ça va nous servir à expliquer dans les grandes lignes comment fonctionne le programme. Mais si vous voulez une vidéo plus détaillée pour apprendre à coder, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voici donc comment le programme fonctionne.
Premièrement, on va créer une boucle, sinon le programme s'arrêtera après avoir lu toutes les instructions. Alors que nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'il détecte en permanence si la terre des plantes est sèche ou non. On va donc chercher la boucle pour toujours. On voit donc un espace vide qui nous permet d'y insérer les instructions. Ce qu'on veut maintenant, c'est définir une condition. En gros, si la terre est sèche, on veut qu'il se passe des choses. Pour ce faire, on va prendre un si, alors, juste ici, et on le place dans notre boucle. On voit qu'il y a une place pour un opérateur. Les données qui sont renvoyées par le capteur d'humidité sont des nombres entiers allant de 0 à 1023. Le 0 correspondant à la sécheresse ultime, plus le chiffre sera grand, plus la terre sera humide. Donc, on va déterminer un seuil en dessous duquel on considérera que la terre est trop sèche et qu'elle a besoin d'être arrosée. Ce seuil sera contrôlé par un potentiomètre dont les valeurs varieront également de 0 à 1023. En revanche, si le potentiomètre est tourné à gauche, les valeurs augmentent et dans notre cas, nous voulons justement que l'inverse se produise. Pour ce faire, il suffit simplement d'un opérateur qui va partir du chiffre 1023 sur lequel on va soustraire la valeur du potentiomètre. Ainsi, lorsque le potentiomètre sera tourné à fond à gauche, le résultat sera de 1023 moins 1023 est égal 0. Si on commence à le tourner vers la droite, la valeur passera à 1023 moins 1022 est égal à 1, etc., etc. Et vous l'avez compris, si le potentiomètre est à fond à droite, sa valeur sera donc de 1023 moins 0 est égal à 1023. Lorsque le seuil sera bas, l'avertissement se déclenchera moins facilement car ce chiffre sera comparé à celui du capteur d'humidité. Je vais donc récupérer un opérateur de comparaison, ici le plus petit que, et l'insérer dans notre condition. Dans le premier compartiment de la condition, on va donc avoir besoin de prendre les valeurs de notre capteur branché sur la broche A0 de notre Arduino. Et dans le deuxième compartiment, on va mettre les valeurs renvoyées par le potentiomètre qui est branché en A2. On a donc, si les données de notre capteur branché sur la broche A0 sont inférieures à celles du potentiomètre qui est branché en A2, alors exécutez les instructions qui vont suivre. Et vous l'avez deviné, c'est là qu'on va demander à la diode de s'allumer. Donc on va prendre un « Régler la sortie de la broche numérique sur » et on va le placer ici. La première donnée à remplir, c'est la broche sur laquelle on veut envoyer le signal. Moi, j'ai décrété que ce serait la broche 8, mais vous pouvez mettre celle que vous voulez à condition, bien sûr, de faire les bons branchements par la suite lorsqu'on va brancher nos composants. Ensuite, la deuxième donnée va être en quelque sorte notre interrupteur. L'état bas correspond à une absence de signal, la LED reste donc éteinte, et l'état haut correspond à un signal. Donc on va envoyer le courant pour allumer la LED. Et voilà le travail. Bon, vu qu'on a deux capteurs, deux potentiomètres et deux LED, on va dupliquer ces instructions en n'oubliant pas bien sûr de bien définir les broches correspondantes. Donc pour le A0 et le A2, ce sera le premier capteur plus le potentiomètre qui correspondra à la LED branchée sur la broche numéro 8. Puis le A1 et A3 avec la broche 7. Bon, tel que c'est écrit là, c'est chouette, ça allume les LED. Mais non seulement ça ne les éteint pas si les valeurs des capteurs passent au-dessus de celles du potentiomètre, mais en plus, elles ne clignotent pas. Donc pour les faire clignoter, on va rajouter l'instruction attendre que je règle sur 1 seconde. Mais encore une fois, vous pouvez choisir la valeur qui vous plaît pour les faire clignoter plus vite ou plus lentement. Puis en dessous, on va éteindre toutes les LED. Donc avec 2, régler la sortie de la broche numérique sur, et on va écrire à chaque fois la broche correspondante, puis les définir sur l'état bas pour couper le signal. On rajoute à nouveau un attendre réglé sur 1 seconde, puisqu'on veut qu'il y ait bien 1 seconde durant laquelle là où les LED sont allumées, puis 1 seconde pendant laquelle elles sont éteintes. Bon, je dis ça mais pareil, vous faites les réglages comme vous le voulez. Et hop, là on aperçoit cette petite flèche de retour qui indique qu'on revient au début de la boucle. Puis on reteste les données du capteur, etc., etc. à l'infini. Voilà, allez, avouez-le, vu comme ça. C'est pas si compliqué, n'est-ce pas? Il n'y a plus qu'à téléverser tout ça dans l'Arduino. Si vous avez téléchargé Mblox et que vous avez reproduit ce que je viens de vous montrer, vous pouvez le téléverser directement à partir de ce logiciel.
Sinon, vous pouvez récupérer le fichier en lien dans la description et le téléverser dans l'Arduino comme je vais vous le montrer dans un instant. Comme pour la dernière fois, nous allons brancher notre carte Arduino à l'ordinateur. Pour rappel, il faut que vous ayez préalablement installé le pilote et le logiciel Arduino. Et si vous ne savez pas comment faire, une vidéo sur le sujet est disponible sur ma chaîne. Vous pouvez récupérer le lien du programme qui se trouve dans la description puis l'ouvrir avec le logiciel Arduino. On vérifie bien qu'on a sélectionné le bon type de carte et le bon port de communication. Et hop, on n'a plus qu'à téléverser. Notre carte Arduino est maintenant prête à exécuter le programme. Il ne nous reste plus qu'à effectuer les branchements. Pour les branchements, on va utiliser la carte Shield Grow qui va donc se placer par-dessus l'Arduino. Donc ça va nous permettre de pouvoir brancher proprement les composants directement dessus. Donc elles seront bien sûr reliées à la carte Arduino. Le premier capteur d'humidité va se brancher donc en A0. Le deuxième, on va le brancher en A1, comme ceci. Ensuite, on va prendre le premier potentiomètre qui correspondra donc au premier capteur d'humidité. Et enfin, le deuxième potentiomètre qui lui correspondra bien sûr au deuxième capteur d'humidité. Ce sera donc en A3. Ensuite, pour la diode, on va la brancher donc en D7. Ce sera la diode qui correspondra au premier capteur. Ensuite, pour la deuxième diode, on la branchera en D8, donc pour le deuxième capteur. Et voilà, les branchements sont maintenant faits. On va s'occuper de l'alimentation avec le panneau solaire. Donc pour le panneau solaire, je vais utiliser momentanément une rallonge pour pouvoir brancher donc le plus et le moins panneau solaire sur les broches V-in et ground. Alors sur le shield on ne voit pas bien, mais le V-in se trouve donc ici et le ground juste à côté. Et voilà. Alors pour le boîtier, je l'ai designé sur Blender et comme on le voit ici, il y a donc 4 trous qui permettent justement de fixer le support au mur. On peut voir ici les picots qui vont servir à fixer l'Arduino en fait directement sur la plaque pour que ça se clipse au niveau des trous de la carte Arduino. On peut voir aussi que j'ai rajouté des petits renforcements ici. En fait, j'ai rajouté un peu de matière pour éviter que les picots se cassent tout simplement parce qu'en fait c'est assez fragile. Alors ensuite, on va avoir le couvercle qui va donc venir ici. On voit aussi donc ces languettes là de chaque côté. En fait, ces languettes c'est ce qui va permettre de tenir le couvercle. On va voir donc ici. Elles vont s'enfoncer légèrement dans des trous. Alors là on ne voit pas, je vais juste retirer. Voilà. Ici on voit qu'il y a des petits trous, alors on ne le voit pas très bien quand même, hein. Mais bon, on voit qu'il y a des petits trous de chaque côté et en fait, là avec la base murale, on voit que justement ces languettes ici vont venir se clipser dans les trous qui sont sur le couvercle. On voit aussi qu'il y a 2 gros trous ici. Alors en fait, on va voir justement à quoi ils servent. Il faut imaginer qu'ici on va poser donc la carte avec le shield, on a vu le shield Grove par dessus
Ici j'ai fait un petit trou pour pouvoir laisser passer des fils, parce qu'en fait ce seront les fils qui vont aller à la fois jusqu'au panneau solaire et à la fois jusqu'au capteur d'humidité. Alors, par rapport à ces gros trous qu'on voit ici, en fait c'est tout simplement parce que j'ai prévu donc une première base. Alors voilà, la base on la voit apparaître, mais je vais vous la montrer sans le couvercle et sans la base murale. Voilà, en fait ça, ce sont les pièces dans lesquelles on va pouvoir insérer le potentiomètre, enfin les potentiomètres et les diodes. On voit que j'ai fait des petites encoches ici. Bon, vous le verrez au montage, je vous montrerai plus en détail au montage. En fait, c'est là-dedans qu'on va venir clipser d'abord le potentiomètre et ensuite en dessous la diode. Évidemment, cette partie-là, elle va être clipsée au couvercle, comme ceci, parce qu'en fait, bon, je le remontre, là on voit des petites languettes dépassées, donc c'est ça qui va permettre à ces pièces de se clipser sur le couvercle. Donc voilà. Et par-dessus ça, en fait, on va avoir, parce que là on risque de voir toute l'électronique et il faut quand même protéger un peu ces pièces. Bon, je vous préviens, le boîtier n'est absolument pas étanche, mais ça tombe bien parce qu'il n'est pas fait pour être dehors. Pour le coup, ce sera juste le panneau solaire et les capteurs d'humidité qui seront dehors. Alors, donc je disais, par-dessus ici, on va pouvoir mettre des espèces de caches, en fait. Voilà, j'ai appelé ça comme ça, cache pour potentiomètre et LED pour les diodes. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on voit que j'ai fait des petits signes ici pour qu'on comprenne que, vu qu'ici il y aura le potentiomètre, en fait, ça va être un indicateur pour savoir que quand vous le tournez vers la gauche, vous allez baisser les valeurs et quand vous allez tourner vers la droite, vous allez augmenter les valeurs. Voilà. Et ici, ce petit trou-là sera justement prévu pour la LED qui va donc clignoter. Alors bien sûr, comme on a deux zones, j'ai fait deux couvercles. Alors ici, on aura le potentiomètre pour la zone 1 avec la LED qui lui est associée. Et ici, le potentiomètre pour la zone 2 avec sa LED également qui lui sera associée. Voilà, je fais à peu près le tour là pour le boîtier. Bon, tout ça bien sûr c'est prévu pour être un système sans vis. Encore une fois, je vous le montrerai pendant le montage. Mais tout ce système de clips, il y en a d'ailleurs un aussi sur le couvercle. Voilà, il faut le voir ici. Alors si je le retire pour que ça soit un petit peu plus clair, je vais retirer... non, c'est pas ça que je voulais retirer, c'est l'autre. Voilà, ici ça aussi ça va être en fait une partie qui va clipser les composants. Mais ça pareil, on verra quand on montera l'ensemble. Alors voilà, donc j'ai imprimé mes pièces en PLA avec mon imprimante 3D. Donc le PLA c'est la matière qui n'est pas forcément la plus solide, mais c'est la plus facile à imprimer et elle est quand même moins toxique que l'ABS. De plus, c'est une matière qui n'est pas basée sur des combustibles fossiles. Attention car certaines pièces nécessitent des supports qu'il va falloir bien évidemment retirer délicatement. Et je dis bien délicatement car certaines pièces sont fragiles, il faut donc procéder avec beaucoup de précaution quand vous allez retirer les supports et même pour les manipuler de manière générale lorsque vous allez faire le montage, vous allez clipser les pièces les unes dans les autres, voilà, il faudra faire très attention. Alors maintenant que j'ai fait le tour sur la conception du boîtier, on va voir dans la partie suivante comment procéder pour le montage. La première des choses à faire est de clipser la carte Arduino sur la base murale à l'aide des petits picots qui sont prévus pour. Il faut forcer un peu, mais pas trop non plus, sinon on risque de casser les pièces. Ensuite, le Shield Grove va se brancher sur la carte Arduino à l'aide des connecteurs qui seront parfaitement alignés à ceux de la carte Arduino. Place maintenant au potentiomètre et au LED. On va faire passer le potentiomètre dans notre pièce ici en vert pour que les excroissances que l'on voit sur la carte du potentiomètre viennent se glisser dans les encoches prévues à cet effet. On va orienter le câble de manière à ce qu'il se retrouve par la suite bien au centre entre le potentiomètre et la LED. On va procéder de la même manière pour la LED qu'on va également faire glisser dans les encoches. On voit que la carte du potentiomètre peut bouger car elle n'est pas encore fixée.
C'est grâce au couvercle qu'on va placer au-dessus que l'ensemble sera bien maintenu grâce à des clips que l'on peut voir en dessous. Voilà pour la première zone. On va faire la même chose pour la deuxième zone. Petite précision, pour la LED, il est préférable de faire passer les fils sur le côté du connecteur et non par-dessus pour faciliter l'insertion de la carte dans la pièce. Et voici le couvercle dans lequel on va insérer les deux pièces que l'on vient de monter. On fait d'abord passer les fils à travers les trous, puis on vient clipser la pièce en faisant passer le côté de la LED en premier lieu, puis le côté du potentiomètre. Et enfin, on enfonce la pièce jusqu'à ce qu'elle se clipse dans le couvercle. Même chose pour la deuxième pièce. Et voilà, maintenant que tout cet ensemble est monté, on va passer au branchement. Pour me faciliter la tâche, je déconnecte les capteurs d'humidité de leur câble. Ensuite, je les branche en A0 puis en A1. Le premier potentiomètre qui correspond au premier capteur se branche en A2. Puis le deuxième en A3. Et enfin les LED. Alors, petite erreur de ma part sur les plans que j'ai tournés, j'ai inversé les branchements des LED. La LED à gauche se branche en réalité en D8 et la LED de droite se branche en D7. Donc faites bien attention à ne pas faire la même erreur que moi, ou vous aurez une erreur de correspondance entre les LED et les potentiomètres. Ensuite, on va faire passer les câbles des capteurs d'humidité à travers le trou prévu à cet effet qui se trouve dans le couvercle, juste ici. Puis les fils du panneau solaire qui se branchent en V-in et en ground qui ne sont pas mentionnés sur le Shield Grove, mais visibles sur la carte Arduino en dessous. On les fait également passer par le même trou. Et nous pouvons enfin refermer le couvercle. Pour rappel, ce sont les languettes en haut et en bas sur la base murale qui vont se clipser sur le couvercle comme on l'a mentionné précédemment sur la modélisation 3D. Et hop, notre boîtier est prêt. Mais avant de le fixer au mur, nous allons allonger la longueur des câbles à l'aide du fer à souder, ou simplement grâce à des bornes de raccordement, ou encore des wagons. À vous de choisir votre méthode. Faites bien attention bien sûr à ne pas mélanger les câbles. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser des fils de la même couleur pour éviter de faire des mauvais raccordements. Calculez au préalable la longueur des fils que vous aurez besoin pour les faire courir le long du ou des murs jusqu'aux pots qui vont vous servir de témoins. Donc, par exemple, un pot en extérieur et un pot en intérieur. Il faudra également allonger la longueur des câbles du panneau solaire selon l'endroit où vous souhaitez le placer. Donc idéalement dans la zone la plus exposée au soleil. Une fois cette étape terminée, nous pouvons fixer notre boîtier au mur à l'emplacement choisi.
On peut ensuite rebrancher nos capteurs d'humidité et les planter dans la terre des pots témoins. Puis on place le panneau solaire. Et enfin, pour des raisons pratiques et esthétiques, il est préférable de faire passer les fils dans les goulottes comme on peut le voir à l'image. Et maintenant, l'heure de vérité. Alors, j'ai volontairement assoiffé mes plantes. Bon, d'accord, la vérité c'est que j'oublie tout le temps de les arroser. Eh ben oui, c'est pas pour rien que je fais cette série de vidéos. Alors, on voit qu'aucune LED ne clignote puisque les potentiomètres sont complètement tournés à gauche, donc mis à zéro. C'est en quelque sorte comme si l'appareil était éteint. Si je tourne légèrement l'un de ces deux potentiomètres, on peut voir que la diode correspondante commence à clignoter. Si je remets à zéro, elle s'arrête. Je tourne de nouveau légèrement et elle clignote. Pareil pour le deuxième potentiomètre puisque la terre de mes deux pots témoins est sèche. Voici donc mon pot témoin qui se trouve à l'intérieur de mon appartement et qui correspond à la zone que j'ai définie pour la diode de droite. Je commence donc à arroser les plantes et la LED s'arrête lorsque l'eau se propage dans la terre jusqu'au capteur d'humidité. Je rappelle qu'il ne faut pas arroser directement le capteur, donc il peut y avoir un petit laps de temps entre le moment où vous commencez à arroser et le moment où la LED cesse de clignoter. Comme je n'ai pas arrosé mon pot témoin qui se trouve à l'extérieur, on voit que la zone correspondante, la diode de gauche, continue de clignoter. Je précise aussi au passage que le panneau solaire que j'utilise est suffisant pour faire fonctionner l'appareil, sachant que le ciel est couvert au moment où je tourne ces images. Bien sûr, lorsqu'il fait nuit, le panneau solaire ne fournit plus assez d'énergie et notre appareil cesse de fonctionner. Dans l'hypothèse où je voudrais que la plante soit encore plus arrosée, et donc que la détection se déclenche à partir d'un taux plus faible de sécheresse, il suffit de tourner le potentiomètre correspondant vers la droite, et on voit qu'effectivement, la LED se remet à clignoter de nouveau. Et voilà, ça fonctionne! C'est bizarre, j'ai une impression de déjà vu moi. Et voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Alors j'espère que vous aussi vous avez réussi votre montage. Enfin, pour celles et ceux qui ont essayé. Quoi? Ah si, il y en a bien parmi vous qui ont essayé, non? Bon, ok, j'ai compris. Cette fois, on va passer aux choses sérieuses. Pour l'épisode 3 que je vais tourner prochainement, on va s'attaquer au titre racoleur de cette série de vidéos. L'arrosage automatique, la vraie. On va voir comment déclencher le moteur d'une pompe à eau grâce à un relais. Et on va faire un système de tuyauterie pour irriguer l'eau dans chaque pot. Et cette fois, vous saurez comment faire pour être tranquille vis-à-vis de vos plantes en sachant qu'elles seront correctement arrosées. Et moi, je réussirai enfin à faire pousser quelque chose chez moi. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien.